Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité sur RTI 1. La coopération suisse et la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest ont paraphé hier lundi à Cocody une convention de partenariat. Une convention qui va permettre à la Confédération de renforcer les capacités de ses membres grâce à un appui d'1 milliard de francs CFA à la filière bétail-viande. Dans ce journal, nous irons en Russie pour rejoindre plusieurs centaines de nos compatriotes qui y sont à l'aventure. S'ils espéraient l'Eldorado, ils ont eu droit à l'enfer. Nombre d'Ivoiriens veulent aujourd'hui redescendre de leur nuage. Ils sollicitent l'aide de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Russie. Vous le verrez dans une vingtaine de minutes. Recep Tayyip Erdogan avait promis de révéler la vérité nue sur la mort de Jamal Khashoggi. Le président turc s'est exprimé ce matin devant son parlement, annonçant que l'assassinat a été planifié. Selon lui, 18 personnes sont impliquées dans l'assassinat du journaliste. Il demande leur jugement en Turquie. Vous le verrez en fin d'édition. Mais avant, on ouvre ce journal par le chapitre économie. La coopération suisse et la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest ont signé hier lundi une convention de partenariat à Cocody. Une convention qui devrait permettre à la Confédération de renforcer ses capacités, les capacités de ses membres dans le cadre du programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. On en sait plus avec Jean-Louis Bango. Cette convention qui signe ici à Kassavadogo, président de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest, et Thomas Litscher, ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, porte sur un montant de 1 milliard 12 millions de francs CFA. Le gouvernement suisse choisit ainsi de contribuer à la fluidité du commerce du bétail en Afrique de l'Ouest. Le soutien de la Suisse aux acteurs du secteur privé vise la promotion de collaboration publique-privée afin d'accroître les activités de commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. À partir de là, les éleveurs pourront accéder à des marchés rémunérateurs et l'élevage sera plus attractif, source d'emploi et de revenus, notamment pour les jeunes et les femmes. La convention permettra notamment de développer le marché des produits de la filière bétail-viande, d'améliorer l'offre des produits animaux et de renforcer les capacités des acteurs de la filière bétail-viande de la sous-région. C'est pour que chaque acteur se mette au travail. Notre souhait aujourd'hui, le souhait même de tous nos États, c'est partout pour que où on vend des animaux, la viande n'a qu'à être moins chère pour que tout le monde puisse vraiment et va leur panier ménagère et tous les jours en bon prix et en bonne qualité et à coût bas. Cette contribution constitue le deuxième volet de l'appui suisse pour une fluidité du commerce intra-régional du bétail en Afrique de l'Ouest. Un premier accord d'environ 3 milliards de francs CFA a été signé en juillet 2018 entre la Suisse et la commission de la CEDEAO. Un séminaire d'information et de sensibilisation sur le développement durable des ressources minérales des grands fonds marins a lieu en ce moment même ici à Abidjan. C'est à l'initiative de l'Organisation internationale des fonds marins et le Centre africain de développement minier. Le séminaire a démarré hier et se poursuivra jusqu'au 25 octobre prochain. Une quinzaine de pays côtiers d'Afrique francophone prennent part à cette rencontre qui a pour but de sensibiliser les participants sur les richesses dont regorge la zone maritime commune à tous les pays côtiers. Reportage signé Nadia Idja et Noël Niagno. L'espace maritime attribué à la Côte d'Ivoire, c'est 250 km². De plus, elle dispose d'un droit sur la zone internationale maritime hors de sa juridiction. Cette zone, dite patrimoine commun, est la plus grande des aires maritimes. Elle regorge de nombreuses richesses minérales. Pourtant, les pays africains sont absents dans l'exploitation et l'exploration de cette zone internationale appelée aussi Grand Fonds marin. Nous avons vraiment une très forte intention de changer cet aspect des choses. Nous avons au niveau de l'Afrique 38 pays qui sont donc en contact direct avec l'eau. Le potentiel que les différents pays africains ont est vraiment réel et particulièrement prometteur. Les raisons de cette absence, le manque d'informations et des moyens nécessaires à la création d'entreprises spécialisées dans le domaine. Des insuffisances à corriger donc. D'où l'initiative en terre ivoirienne de ce séminaire sous-régional autour du thème « Le développement durable des ressources minérales des grands fonds marins ». Les richesses des eaux, du sol et du sous-sol de la mer
permettent une dynamique de diversification du tissu économique avec à la clé la création d'emplois, la mise en valeur de ces richesses, implique la formation de nos cadres dans ce domaine. Au cours des 4 jours que vont durer ce séminaire, les 15 pays participants seront sensibilisés sur les opportunités des grands fonds marins. Il sera également défini une stratégie pour faciliter l'installation d'entreprises africaines sur cette zone. Tout cela dans l'optique de contribuer à la croissance de l'économie maritime et à l'atteinte des objectifs de développement durable. Depuis hier lundi, eux aussi sont réunis ici à Abidjan. Ce sont 27 pays producteurs de caoutchouc naturel, des industriels et autres chercheurs. Jusqu'au 26 octobre prochain, ces acteurs de la chaîne de valeur de la filière EVA vont réfléchir sur la contribution du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement. Il s'agira pour les participants d'identifier les pistes de solutions à la durabilité de la production du caoutchouc naturel. On retrouve Noël Niagnou. À travers cette chorégraphie, Georges Momboy retrace au Gotal mondial du caoutchouc naturel toute l'histoire de l'EVA ivoirien de Feu Houphouët-Boigny à l'avènement de Alassane Ouattara et son PNIA, Programme national d'investissement agricole de première génération, avec son record de volume de production avant terme. Le volet EVA de ce Programme national d'investissement agricole avait fixé pour objectif une production de 600 000 tonnes à l'horizon 2020. Et en 2017, cet objectif a été atteint et dépassé. Une traduction aussi du thème de la rencontre d'Abidjan, la 37e du genre, la 2e en terre ivoirienne, la contribution de l'industrie du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement. Sur les questions du développement socio-économique et de la préservation de l'environnement, la Côte d'Ivoire a fait ses classes et les résultats sont édifiants. Le nombre d'unités industrielles est passé de 12 à 19. Le chiffre d'affaires de la filière est passé de 120 milliards de francs CFA en 2008 à 495 milliards en 2017. Les revenus distribués aux paysans dans la même période sont passés de 40 milliards à 150 milliards. Par ailleurs, c'est plus de 165 000 producteurs qui sont impliqués dans la filière EVA, soit environ 900 000 personnes qui en vivent. C'est près de 300 000 emplois salariés directs que l'on décompte dans la filière. Pour les nouveaux enjeux, il faut faire mieux, parce que les défis pour la durabilité de l'hévéaculture sont de taille. Le premier défi, le défi de la durabilité. Comment cultiver l'EVA dans un espace concurrentiel géographique avec le cacao, avec le café, avec le palmier à huile. L'autre défi important qui va être discuté, c'est le défi du marché mondial et des perspectives. Le marché mondial est contrôlé essentiellement par la pneumatique. Or, avec l'évolution du monde et les productions, la pneumatique seulement ne peut pas absorber tout. Sur 4 jours, du 22 au 26 octobre, chercheurs, producteurs, traders, industriels vont échanger les expériences, les informations et apporter des solutions qui vont réconcilier le caoutchouc naturel avec l'évolution du monde tout en préservant l'environnement. Parmi ces solutions, la diversification des produits de l'industrie du caoutchouc. Il faut que les initiatives de diversification de l'utilisation du caoutchouc soient poursuivies à travers les efforts d'innovation et d'utilisation des produits issus du caoutchouc naturel dans plusieurs secteurs, afin d'offrir une plus grande diversité de débouchés. Des débouchés qui vont permettre aux industriels d'absorber les productions de caoutchouc naturel qui vont croître. La Côte d'Ivoire envisage de porter sa production de 600 000 tonnes en 2018 à 2 millions de tonnes en 2025 grâce au PNIA, Programme national d'investissement agricole de 2e génération. Sidi Thiemoko Touré était hier dans les locaux du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Cette visite du ministre de la Communication et des Médias, qui avait pour objectif de s'imprégner du fonctionnement et des réalités du centre, s'inscrit dans le cadre de ses tournées au sein des structures sous la tutelle de la primature. Rosemonde Kini et Serge Coléa y étaient aussi pour RTI.
Entouré de certains collaborateurs, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, a fait le tour des différents services du CICG. Il nous est paru important de visiter le CICG, qui est un acteur incontournable, un acteur institutionnel incontournable dans cet écosystème de la communication et des médias. Qui plus est, le CICG est véritablement celui-là même qui opérationnalise l'ensemble des instructions et initiatives du Premier ministre dans cet écosystème. Donc, acteur privilégié, il était bon que nous venions voir un peu comment et avec qui cette institution travaille pour que nous puissions définir ensemble les leviers complémentaires que nous allons utiliser dans le cadre de la collaboration. Les outils majeurs dont dispose ce centre sont entre autres les émissions radio et télé en partenariat avec la RTI et le centre d'appel du gouvernement. Les journées nationales de la qualité ont ouvert leurs portes hier lundi à la Kestab au Plateau. Cela jusqu'à demain mercredi. Il s'agit pour les responsables d'entreprises publiques et privées de travailler à la mise en place de mécanismes pouvant favoriser l'accès des produits ruraux made in Côte d'Ivoire au marché régional par l'augmentation du nombre d'entreprises certifiées. Et c'est également une opportunité pour les entreprises de répondre aux préoccupations des consommateurs. Image commentée par Francis Boifou. L'auditorium de la Kestab au Plateau, transformé en un espace d'exposition et de promotion des entreprises, le temps des journées nationales de la qualité. Le produit que nous offrons pour les PME qui veulent aboutir à une certification varie de 5 à 10 millions. Nous les accompagnons de manière groupée et par la suite, nous avons des consultants qui sont affectés à chaque entreprise pour évaluer le travail qui est fait. D'une centaine d'entreprises certifiées en 2013, on enregistre plus de 200 aujourd'hui, quand le nombre de laboratoires certifiés est passé de 5 à 13 en l'espace de 5 ans. Nous sommes présents à ces journées pour dire aux Ivoiriens qu'il existe en Côte d'Ivoire un laboratoire capable de leur donner satisfaction. On peut faire tous les examens qu'on fait en Europe et aux États-Unis. Ceci a été possible parce qu'il y a un partenariat public-privé. Des résultats encourageants grâce à des réformes initiées par le gouvernement. Mais l'accès de plusieurs produits ivoiriens au marché régional et international reste un véritable défi. C'est pourquoi j'invite les entreprises à placer la démarche qualité au cœur de leur stratégie de développement et à la considérer comme un facteur essentiel de production et de pérennisation de leurs activités. J'invite également tous nos partenaires au développement à continuer leur appui pour un développement plus accéléré de l'infrastructure de la qualité dans les pays de la CEDEAO en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Ces journées nationales seront sanctionnées par la proclamation des résultats de la 14e édition du prix ivoirien de la qualité. Abidjan, plaque tournante des rencontres mondiales. Une autre rencontre internationale a lieu sur les bords de la lagune Ébrié et elle a pour objet l'ingénierie géotechnique en Afrique. 18 délégations étrangères venues entre autres d'Allemagne, du Canada, de la France, des Comores et du Sénégal prennent part à un colloque technique couplé à des sessions de formation continue. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, était présent à la cérémonie d'ouverture. Il a émis le vœu que des solutions pour la durabilité des ouvrages de génie civil soient recherchées et proposées. C'était en présence de notre reporter Ouattara Amadou Walter. Faire le bilan de l'ingénierie géotechnique en Afrique intertropicale et identifier les perspectives dans le contexte actuel des laboratoires de BTP. Des objectifs de la 10e édition des Journées africaines de la géotechnique. Ingénierie géotechnique en Afrique intertropicale, bilan et perspectives. Le choix de ce thème est motivé par la nécessité de définir un cadre institutionnel et un environnement qui peuvent concourir à réduire, voire juguler, les causes des dégradations précoces de nos ouvrages. Afin de permettre aux Africains d'être plus efficaces face à leurs problèmes d'ouvrage, l'un des experts mise sur l'utilisation des matériaux locaux de construction. Faire des propositions de solutions pour une utilisation judicieuse des matériaux locaux et autres produits innovants dans la construction, l'entretien, la réhabilitation des infrastructures génie civil en Afrique subsaharienne. Le ministre de l'Équipement
et de l'entretien routier invite les participants à réfléchir sur le problème de la durabilité des ouvrages de génie civil. La réalisation d'un certain nombre d'infrastructures socio-économiques de qualité définies à travers le Plan national de développement 2016-2020, dont le volet routier prévoit un investissement de plus de 3 500 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de cet important programme requiert la réalisation préalable d'études géotechniques et un contrôle plus ardu afin d'assurer la qualité et la solidité des ouvrages. C'est pourquoi, au nom des hautes autorités de mon pays, je vous engage à des réflexions fécondes en vue de proposer des solutions à la problématique de la durabilité des ouvrages. Pendant 4 jours, 18 délégations étrangères, plus celles de la Côte d'Ivoire, vont prendre part à cette 10e édition des Journées africaines de la géotechnique. Et les rencontres s'enchaînent et elles concernent tous les secteurs. Quel est l'état des lieux de la gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire? Bientôt, des journées scientifiques seront organisées pour tenter de répondre à la question. Selon le projet de gestion des pesticides commercialisés légalement, cela est estimé à environ 22 000 tonnes par an. Les précisions de Grace Kando. Les pesticides synthétiques sont souvent utilisés dans le domaine de l'hygiène publique, la santé animale et l'agriculture. Cependant, l'utilisation de ces produits obsolètes, c'est-à-dire frauduleux ou périmés, constitue un danger pour l'homme et l'environnement. Pour mettre l'accent sur la promotion des biopesticides, des journées scientifiques sont prévues les 29 et 30 octobre prochains. Une des premières solutions, c'est les alternatives. Comment faire en sorte qu'on puisse arriver à diminuer l'usage des pesticides chimiques? On peut se tourner vers les éléments biologiques, c'est-à-dire les pesticides d'origine biologique, et on peut aussi envisager les bonnes pratiques d'usage des pesticides. Nous nous sommes engagés, nous en tant que presse, à accompagner ce programme très important du gouvernement. Notre accompagnement va consister à relayer l'information auprès de nos communautés, à leur expliquer la nécessité de s'inscrire dans ce programme-là, dans la mesure où ces pesticides obsolètes-là constituent un véritable danger pour nos populations. Ces 2 jours de rencontre qui réuniront experts du domaine, chercheurs et partenaires, permettront de faire l'état des lieux des pesticides en Côte d'Ivoire. Sur les 6 000 dépôts qui étaient à identifier selon le planning, nous avons déjà couvert 2 500 dépôts visités. Nous avons enregistré la base de données concernant toutes les caractéristiques des pesticides dans ces dépôts. Nous sommes en train de passer à une 2e phase. C'est la phase qui va consister à l'identification des pesticides obsolètes, c'est-à-dire ceux qui sont frauduleux, périmés, interdits, qui se trouvent dans ces magasins, et ce qui va nous amener tout de suite à faire le transport de ces pesticides obsolètes et les emmener sur des sites sécurisés. Usage des pesticides dans le maraîchage, sécurité sanitaire des aliments et réduction des pesticides agricoles en Afrique. Autant de sujets qui seront abordés au cours de ces journées scientifiques. L'actualité, c'est aussi les résultats du BTS Session 2018 qui sont connus depuis hier. Ils affichent un taux de réussite global de 57% contre 71% pour la session 2017. Sur 44 658 candidats inscrits, 44 069 étaient présents et 25 027 d'entre eux ont été déclarés admissibles. Après l'annonce des résultats par le ministre Albert Mabritois-Keus, nos reporters ont rencontré quelques candidats heureux d'avoir réussi à leur examen. Ils étaient 44 069 candidats en lice pour le brevet de technicien supérieur BTS Session 2018. 25 027 ont été déclarés admissibles ce lundi matin, soit plus de la moitié des candidats présents à l'examen. 44 069 étaient présents effectivement à l'occasion des différentes épreuves. Nous sommes heureux d'annoncer donc 25 027 candidats sont admissibles. Ces admissibles sont répartis entre les filières industrielles et tertiaires, donc à raison de 6 479 admissibles pour les filières industrielles, soit un taux de réussite pour les filières industrielles de 52%,
Et pour les filières tertiaires, il s'agit de 18 548 admissibles, soit un taux de réussite de 59%. Je voudrais relever que les dispositifs de contrôle et de vérification mis en place, notamment l'apport du numérique pour l'organisation des épreuves, ont permis d'assurer la fiabilité des différentes étapes du processus de l'examen et donc de garantir la crédibilité des présents résultats. Au niveau du genre, les filles viennent en tête avec 53% de taux de réussite contre 47% chez les garçons. Dans les familles de quelques candidats admissibles, ces résultats sonnent comme une délivrance. On est resté toujours concentré, on a visé notre objectif, vraiment être admissible au BTS et Dieu merci. Aujourd'hui on crie, vraiment on est contente quoi. On pourra trouver des stages pour pouvoir valider ce diplôme-là. Je m'attendais à ce résultat parce qu'il y a un dicton qui dit quand tu travailles avec effort et force, ça paye. Et c'était le slogan de mon père. Vraiment, je demande encore la bénédiction de Dieu pour qu'il facilite encore la suite. Parce qu'on n'a pas fini, c'est maintenant qu'on commence. Pour cette session 2018, le taux de réussite global est de 57% contre 71% en 2017. Une régression qui s'explique. La première des explications, cette année, il n'y a pas eu de repêchage. Et si on ramène aux chiffres de l'année passée, sans faire le repêchage, les résultats sont donc aux alentours de 59. Donc on peut dire que c'est quasiment la même chose. Les candidats disposent de 3 jours à compter du mardi 23 octobre pour introduire leur recours. Cette année, une innovation est faite dans le processus de réclamation. Donc ils vont se connecter sur la plateforme sur laquelle ils ont pris leurs résultats. On ne peut faire une réclamation que, pour un total qui ne correspond pas à l'ensemble des notes qui sont sur les relevés. 2, un coefficient d'une matière qui ne correspond pas au coefficient qui a été mis sur le relevé. Et une note qui dit que l'élève a été absent, donc 1-0, alors que l'élève sait qu'il s'est présenté à l'examen. Voici les 3 éléments qui peuvent influencer un réexamen pour voir si l'étudiant peut être admis. Les résultats du brevet de technicien supérieur à 2018 sont disponibles depuis 12 heures ce lundi 22 octobre sur le site internet www.examenbts.net. Reportage signé Sephora Zegui et Serge Coléa. Vous allez le voir en image. Dans la nuit de dimanche à lundi, une mère de famille et 6 de ses enfants ont péri dans un incendie au quartier Tola Kwadiokro de Bouaké. Le père, lui, a été brûlé au 1er degré, mais il s'en sort avec sa 2e épouse et un autre enfant. À Bouaké, c'est le feu qui a attristé les populations, mais à Soubré, c'est un enlèvement qui a défrayé la chronique. L'histoire, c'est une fillette de 5 ans qui avait été enlevée par un individu. C'était précisément à Yabayo, village de la sous-préfecture de Soubré. Le ravisseur avait été hébergé quelques jours avant par les parents de l'enfant. Ce dernier réclamait une rançon de 500 000 francs CFA pour, selon lui, s'offrir un emploi au port autonome de San Pedro. Mais fin de cavale pour l'homme, il a été interpellé par la police de Soubré. Les précisions de Mamadou Kouassi dans nos prochains journaux. Je vous propose à présent de faire un voyage à plus de 10 000 km de la Côte d'Ivoire. C'est en Russie que nous atterrissons. La Russie où vivent des centaines de jeunes Ivoiriens qui ont choisi de se réaliser loin de leur pays natal, mais qui très tôt déchantent. Comme cela peut être pareil ailleurs, la réalité dans leur pays d'accueil est très souvent aux antipodes de ce qu'ils ont pu rêver. Et chaque jour, des dizaines d'entre eux en difficulté se rendent à l'ambassade de Côte d'Ivoire sur place pour demander de l'aide. Aventure en Russie, le rêve brisé de nombreux jeunes Ivoiriens. C'est le dossier de la mi-journée. Il nous est proposé par Serge Coléa. C'est aux portes de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Russie que nous rencontrons Alexis Goké. Ce jeune Ivoirien a passé 5 années à Moscou dans l'espoir de réaliser son rêve de devenir footballeur. Des gens qui m'ont donné l'invitation m'ont accueilli. J'ai pu obtenir avec des petits clubs ici, mais ça n'a pas donné. Plus de 3 millions de francs CFA investis par sa famille pour obtenir le billet d'avion et des papiers d'entrée en Russie. Au bout de ce sacrifice, un rêve brisé. Pour jouer au football ici, la Russie, il faut être professionnel. Il faut être professionnel peut-être dans l'équipe nationale
En ce moment, tu peux avoir la possibilité, mais si ce n'est que peut-être les clubs, les 2-2, 2-3, non, ça ne peut pas marcher ici. Le jeune homme, n'ayant plus la force de retourner en Côte d'Ivoire, se fond dans la communauté ivoirienne. Il devient chercheur, comme on les appelle ici. Il y a le réclame à faire ici, donc on travaille sur le foie pour pouvoir avoir quelque chose, juste pour pouvoir payer le loyer et manger. On te paye pratiquement 700 roubles, 500 roubles pour la journée. C'est vraiment petit, en fait. Landry, lui, est arrivé à Moscou en 2013 avec en poche son permis de conduire. Je suis venu me chercher, comme on le dit. Actuellement, je travaille un peu avec les diplomates, je dépose leurs enfants à l'école. Ils sont nombreux, ces jeunes Ivoiriens, à avoir rêvé grand en arrivant en Russie. Il y a plein d'hommes qui mettent les photos sur Facebook et sur Instagram. C'est ça qui fait les gens, beaucoup d'hommes rêvent de venir ici. Une fois sur place, la triste réalité s'impose à eux. Tous ceux qui sont ici, qui viennent ici, on les blague. Ici, c'est la misère. Il n'y a rien ici. Ici, on prend un appartement en groupe et puis bon, quand le mois finit, on se cotise pour payer le loyer. Beaucoup qui voient que bon, il y a plus d'espoir, ils rentrent. Mais nous, pour le moment, on est là parce qu'on espère que bon, d'ici là, ça peut aller. Alexis Goké, lui, a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a rendez-vous à l'ambassade. Il va peut-être obtenir son document de sortie. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça va bien, hein? Ça va, ça va. Oui, il a été là. Alexis reçoit effectivement le précieux billet de sortie. Sans ce document, les sans-papiers désireux de sortir de la Russie encourent à la prison une fois appréhendés à l'aéroport. La communauté ivoirienne en Russie est forte d'environ 400 personnes enregistrées par les services de l'ambassade. Il y a des gens qui sont venus ici dans l'intention d'atteindre l'espace Schengen. Il y a des passeurs et tout ça, mais c'est difficile. Et qui sont restés ici par défaut. Donc ils exercent des petits boulots. Il y a certains qui sont chauffeurs, des wara-wara, le taxi banalisé. Et la meilleure intégration, c'est souvent aussi le mariage avec les filles russes. De l'avis des diplomates et agents russes de l'ambassade, les chances de réussite pour un migrant ivoirien ou même africain en Russie sont minces. Je crois que c'est mieux de rentrer au pays parce que ici, c'est pas facile de retrouver un bon travail. Leurs difficiles conditions de vie amènent parfois certains Ivoiriens venus se chercher à tremper dans des pratiques délictuelles. On a des ressortissants qui sont incarcérés, on a des ressortissants qui nous saisissent, qui veulent rentrer au pays. Parce que compte tenu des difficultés, il y a des gens qui ont des véritables soucis, même au niveau de la santé et tout ça. C'est souvent que pour des cas d'extrême urgence, nous faisons appel à Abidjan. Le lendemain matin, nous avons rendez-vous avec Alexis Goké. Nous voulons constater de nous-mêmes la réalité du cadre de vie des Ivoiriens. Mais au téléphone, il se rétracte. Je suis avec beaucoup de personnes, la maison est petite, donc vraiment, quand j'ai parlé de ça à la maison, ils ont fait savoir que non, on n'est pas... C'est que vous, dans votre quartier, les conditions dans lesquelles vous vivez, on ne peut pas filmer ça. On n'a pas venu filmer à la maison parce que la maison, si au moins elle était confortable, quand même on pourrait arranger les choses un peu quand même. Dans cet état-là, vraiment, avec 8 personnes dans la chambre et tout ça là, pour moi. Mais vous dormez comment, 8 personnes dans la chambre là? En fait, chacun a son matelas. Chacun à sa place. Alexis Goké a pu finalement rejoindre la Côte d'Ivoire 2 semaines après notre entretien. Et parlons actualité internationale. Je vous le disais en titre, Recep Tayyip Erdogan avait promis de révéler la vérité nue sur la mort de Jamal Khashoggi. Le président turc s'est exprimé ce matin devant son parlement, annonçant que l'assassinat a été planifié. Selon lui, 18 personnes sont impliquées dans l'assassinat du journaliste. Il demande leur jugement en Turquie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Hervé Blé, Aurélia Trokula, Awa Sawadogo et Timité Mongbe. Je serai encore chez vous demain à 13h.